Mesdames et messieurs, étant très heureux de vous retrouver, je vous signifie tout de suite que le thème du jour, c'est « Atteinte de maladies incurables ». Je me bats pour préserver ma dignité. Merci à notre très cher public qui a effectué le déplacement pour réchauffer, comme d'habitude, ce plateau. On aura l'occasion de vous saluer tous. Et déjà, pour vous permettre de découvrir le profil de l'invité, voici la voix autorisée. Née d'une famille de 5 enfants, Coulibaly Yeli Mariam est une femme âgée de 41 ans et mère de 2 enfants. Née d'un père comptable et d'une mère couturière, elle eut un parcours scolaire assez stable jusqu'en classe de 4e avant d'être rongée par la maladie. Elle apprend 4 ans plus tard le métier de secrétaire, mais va plutôt se lancer dans la couture comme sa mère. Elle comptabilise aujourd'hui 10 ans d'expérience. Elle est également la présidente de l'association AFAT, Association des femmes artisantes de Tchologo. Malheureusement, elle lutte encore contre plusieurs maladies et injustices. Suivons toute son histoire sur le plateau de ce midi avec Jean-Michel. Madame Coulibaly Yeli Mariama, bonjour. Merci d'avoir eu ce si beau courage de nous rejoindre en plateau, partager votre histoire qui va forcément inspirer des millions de personnes. Et merci surtout de nous avoir amené aussi ces belles couleurs. Voilà, ça fait plaisir. Merci. Tout à fait. N'ayez surtout aucun stress. C'est vrai que la télé, c'est pas votre habitude, mais nous sommes là comme une famille autour pour vous aider à partager ce que vous avez du fond du cœur, pour nous permettre de passer un très bon midi en votre compagnie. Cette émission est participative, donc. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent sur le point d'échanger avec notre invitée. Je le rappelle, Madame Coulibaly Yeli Mariama. Madame, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager votre histoire sur notre plateau. Depuis votre enfance, disons que vous avez été fragilisée par plusieurs maladies, mais vous êtes restée surtout très combative, un bel esprit de fighter. Vous avez stoppé vos études en 4e. Cependant, vous avez tout de même pris des formations et aussi des boulots dans l'informatique, la pâtisserie, l'artisanat. Et je précise, pour être plus clair, que vous souffrez de drépano, enfin, vous êtes drépanocytose, d'asthme, d'hépatite de foie, vous avez même un problème de cœur. Nous en parlions en préparation de cette émission, vous avez parfois des pertes de mémoire. Alors, dites-nous comment vous avez fini par découvrir toutes ces choses-là. Depuis l'âge de 5 ans, tout le temps j'étais couchée, tout le temps j'étais couchée. Au CP1, j'ai fait 2 ans à la maison, il n'est pas pu aller à l'école. Maman me racontait que quoi, je suis née malade comme ça. Moi, c'est après le décès de ma mère que j'ai découvert une lettre où le docteur disait que j'étais drépano. Et puis, comme j'ai fait l'informatique, il y a ma patronne qui était venue se réconcilier. Elle me disait, Mariam, vraiment, je te demande pardon, il faut faire à cause de Dieu. Que ta maman ne voulait pas que je te dise que tu es drépano. Mais comme la médecine est beaucoup développée maintenant, que toutes ces souffrances-là, que c'est ça. Puis je lui ai dit, bon, j'ai découvert une lettre aussi. Le docteur disait que bon, je ne comprenais pas, dans la lettre, c'était dit que je devais mourir à un certain âge. Les drépanoes n'atteignent pas un minimum d'âge. Donc je me suis dit, du coup, peut-être qu'elle avait eu peur en ce moment où la médecine n'était pas trop développée. Mais comme moi, je n'ai pas les moyens, j'ai fait comment? J'ai fait comment? Je ne savais pas, je me suis inscrite dans une ONG Savane Communication. D'accord. Bon. On aura le temps d'arriver à toutes ces étapes-là. Mais déjà, comment vous vivez au quotidien? Quels sont les symptômes dont vous souffrez? Comment est-ce que ces maladies-là vous affectent au quotidien? Tantôt, c'est la main qui sent, tantôt, c'est le pied qui sent. Tout le temps, je sens des douleurs. Je ne peux pas faire des travaux. Je suis couchée, la fraîcheur, le climatiseur. Et puis quand la pluie, quand le temps menace comme ça, je commence à prendre froid. L'eau glacée, l'eau froide, m'a interdit plein de trucs. En tout cas, il n'y a pas une semaine, je ne suis pas couchée en fait, mais j'essaie de faire des efforts pour ne pas changer. Et toutes ces... Je me sens fatiguée à tout moment. Dès que je fais un petit travail, je me sens fatiguée. Et tous ces symptômes-là vous affectent chaque fois que vous travaillez, parce que je précise que voilà, vous êtes passé par la pâtisserie, l'artisanat, et quand je dis artisanat, vous cousez des habits, comme c'est la machine à main, en fait, sacs. je mets une natte là, je suis assise et puis je travaille. Bon, souvent aussi, je vais à l'IFF
donner les cours aux filles. Là, parce que moi, j'ai fait la broderie, eux, ils ne font pas. Donc, je travaille un peu, j'ai créé une association. Parce que les filles, quand elles finissent leur 3e année, il n'y a pas de débouché, en fait. Donc, j'ai vu la directrice, j'ai dit, mais pourquoi ne pas créer une association? Là, quand elles finissent leur débouché, avec l'association, on peut faire quelque chose de propre, un travail, puis faire une exposition. Comme ça, chacun va avoir un peu. Donc, c'est comme ça. Je m'assois, quand je suis fatiguée, je me couche. À tout moment, je suis couchée. Donc, la maladie vous freine très souvent dans vos activités Oui, quand je sens que ça ne va pas, je me couche. Hein. Je me couche, à tout moment, je me couche. Vous êtes passé par 2 comas. Oui. La première, bon, j'étais là, j'avais des invités au manger. Après, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, bon, moi, j'ai commencé à dormir, moi, réveillée, fatiguée. Ils sont allés appeler ma tante. Elle dit que je suis morte, donc ils n'ont qu'à l'appeler l'imam. Ils sont allés appeler l'imam, les gens sont venus remplir la cour. J'ai été... Bon, c'est ma tante paternelle qui m'a raconté l'histoire, parce que moi, j'étais dans... Voilà. Le lendemain, quand je suis revenue à moi, mais elle n'est pas venue. La cour était remplie, les gens ont annoncé mon décès, tout ça. Là. L'imam dit non, que je me suis évanouie. Elle n'est pas venue, elle est restée là-bas. Donc, ma tante paternelle dit, tantia, qu'ils m'ont attachée avec une corde sur ma mobilette. Et puis, ils sont allés me déployer chez ma tante là-bas. Le lendemain, je suis revenue à moi. Quand je me suis levée, je voyais les gens me touchaient partout. Ils étaient frisés. On touchait. Ah, Dieu est fort. Le Seigneur est merveilleux. Les gens me touchaient, je ne comprenais rien. Et puis bon, je me suis levée. Je faisais maintenant des actions sans me rendre compte. Hein. Il paraît que j'allais payer du pain. Il y en a qui disent, je prenais les... J'ai perdu même mon porte-monnaie. Il y a plein de trucs. Après, je suis allée voir un docteur. Il m'a dit effectivement que ça peut arriver, ce sont les effets secondaires. Ça fait 3 fois, quand j'ai perdu maman, j'ai piqué une crise comme ça. Donc ça faisait la 2e fois. Maintenant, je suis à la Korogo à Saint-Camille, chez les soeurs là. Ils me donnaient des médicaments, je dormais, mais je me suis dit, mais j'avais trop de problèmes. J'ai dit à ma soeur, je ne peux pas continuer à prendre les médicaments. J'ai des points de famille, j'ai été volée plusieurs fois, moi je ne peux plus. Tout le temps, bon. Oui. Alors, donc j'ai arrêté les médicaments et puis on a continué. Tout à fait. Une question qui arrive du doyen. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé, vous avez dit que vous êtes allé voir un docteur. On dirait que c'est de façon ponctuelle, alors que dans votre état, vous devez être suivi régulièrement. Tout à fait. Quand on est dépensitaire, on est suivi régulièrement. Est-ce que vous le faites? Mais je n'ai pas les moyens, même si je vais à l'hôpital. Mais quand vous étiez petite, est-ce que vos parents vous faisaient suivre ça régulièrement? Bien sûr, à l'hôpital Baptiste, les Américains, là, on me donnait plein de produits. Après moi-même, oui, bon. Mais tout le temps, j'étais couché. Tout le temps, quand tout le temps, il n'y a pas une semaine que je ne suis pas couché. On me donnait plein de produits. Chaque mois, il y avait rendez-vous à l'hôpital Baptiste chez les Américains. Là. Moi-même, j'ai négligé après. Je me suis dit, je suis fatiguée de prendre les médicaments. C'est comme ça. Moi-même, j'ai abandonné. Je rappelle que vous êtes issu d'une famille de 5 enfants. Oui. Vous êtes l'aîné de la famille. Vous vivez aussi dans une cour familiale. Que font vos frères et sœurs? Mon petit frère se débrouille à la SUCAF. Il y a le dernier qui est à l'INFAS, à Korogon. Et puis il y a 2 autres qui sont là. Est-ce que vous les sollicitez pour vous aider dans le traitement, la prise des médicaments ou l'achat des médicaments? Non. Vu que vous êtes financièrement... Ils n'ont pas assez de moyens, c'est qu'ils peuvent faire le minimum. Peut-être chaque mois, un cotisme me donner quelque chose, mais ce n'est pas chaque mois. Moi, ça ne me suffit pas. Mais eux ne sont pas dépensitaires. Non, eux n'ont pas de traces. Non. Mais vous ne vous dites pas pourquoi vous n'êtes pas la seule membre de la famille. Vous ne vous dites pas pourquoi le sort s'acharne sur vous. Pourquoi c'est vous, quand vous dites j'ai problème de famille, c'est vous encore. Vous ne vous posez pas cette question. Problème de famille avec qui? Quel membre de la famille? Qu'est-ce qui se passe? Bon, sincèrement dit, depuis l'âge de 5 ans, je me suis retrouvée dans une famille déchirée. Dans ma famille, il n'y a jamais eu d'entente. La grande sœur de maman, elle s'appelle Connaît Maman. Comme dans toutes les familles d'ailleurs. C'est pas tout le temps la paix dans les familles. Bien sûr, bien sûr. Mais elle a eu affaire à tout le monde. C'est vraiment dommage. Elles sont nombreuses, côté tante, tout ça, elles sont nombreuses, mais je ne sais pas pourquoi c'est sur elles chose. C'est quoi le problème? Après le divorce de ma maman, on s'est retrouvés dans la cour familiale, la cour de leur papa. C'est une villa. Maman m'a dit que c'est son grand frère qui a construit, mais c'est à son nom. Les papiers ont disparu depuis mon enfance. Maman me disait qu'elle ne savait pas où les papiers... Sa grand-sœur l'insultait à tout moment devant moi, mais maman pleurait tout le temps.
Tout le temps, maman pleurait. La tante disait que non, ils ont mis le chat à son nom parce qu'ils ont un grand champ de mangue et puis en acade. Même moi-même, là, elle m'a chassé, elle a chassé tout le monde. Que c'est pour Je comprends. Vous avez été... Docteur Philo, vous avez été chassé, plus sérieusement, vous avez été chassé par votre tante maternelle? Oui, oui, c'est maternelle. Donc, chassé pour... Elle vous a chassé pour vous empêcher de profiter de l'héritage familial? Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais oui, bien sûr. Bon, chaque fois, il faisait du chantage. Ses grands frères lui parlaient que ce sont les enfants de ta soeur, il faut les laisser. Ce sont les enfants de ta soeur, il faut les laisser. Du coup, elle nous disait d'aller chez notre papa, les enfants battaient, ils nous insultaient trop. Donc, quand notre maman est décédée, moi, je savais que les choses allaient mal passer. Elle a appelé mon petit frère, il dit, de chercher une maison. Il dit, mais moi, je m'attendais à ça. On allait prendre une maison en location à 10 000 francs, on était là-bas. Et puis maintenant, il y a un protégé de maman, Moussa Ouattara, Moussa Etra, à Cosmibois. On va éviter de donner des noms et encore moins les noms d'entreprises. Voilà, essayez de nous éviter ces détails-là. On nous a donné une maison, on a été logés, tout ça. Elle a commencé encore que les gens sont en train de l'insulter. Les vieilles, elle a pris les gens à la mosquée, les imams venaient nous bailler, pardon, on n'a qu'à revenir. Je ne suis pas revenue. Elle m'a dit, je ne vais rien dire. Un jour, tu as piqué une classe, je vais profiter de cette situation. Et effectivement, un jour encore, j'étais malade, elle a profité, elle nous a ramenés à la maison. Les choses ont recommencé encore, même chose encore. Elle a mis maintenant la maison en location et puis elle a fait une chambre salon, il était dedans, un sapeur-pompier. Quand il est venu, il ne me parlait pas. Tout le temps par là, ma porte se casse, les portables se pètent. Comme c'est là, on ne faisait que ce tout-là seulement. Finalement, un jour, je voulais... Mais tout ça n'a aucun rapport avec votre tante maternelle? Si, ils sont allés l'appeler. Moi, je suis allée là-bas. J'ai dit, mais toi, tu as envoyé le jeune là, que ce n'est pas un locataire. Moi, il est venu me tuer. D'abord, ta servante m'a frappé. Toi-même, tu m'as frappé. Krayao m'a frappé à cause de toi. Mais pourquoi tout cet acharnement? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est par là d'affaire d'héritage, là. Je dis, elle a commencé... Vous êtes sûr qu'à aucun moment vous n'avez blessé, frustré cette dame? Non, je l'ai frustrée involontairement, bien sûr. Vous êtes conscient d'avoir frustré involontairement? Comment? Dites-nous. Il y avait des cérémonies à Koro où elle avait perdu son grand frère. Nous sommes allés pour les cérémonies. Là, toute la famille était là-bas. Koro, comme la France. J'ai profité de cette occasion. Puis j'ai convoqué toute la famille. Puis j'ai expliqué tout ce qu'elle nous faisait subir. Surtout moi, Mariam, elle disait que je ressemblais à maman. Et puisque elle et puis maman ne s'entendaient jamais. Donc je me suis dit que du coup, maman ne vivait pas. C'est moi qui devais récolter maintenant les pots cassés. Et j'ai supplié aux membres de la famille de lui demander pardon. C'est pas ce que j'ai fait. Moi, maman ne vit pas. Donc, pas qu'elle va mettre quoi, m'appeler les trucs sur moi. Après, vous avez fait ça pour tenter d'avoir une sorte de réconciliation, oui, bien de sûr. retour à la paix dans la famille. Et elle a mal pris. Oui, non, elle n'a pas digéré ça. Après, elle m'a appelé tout le temps maintenant. Elle était en train de me menacer. Que je l'ai honnie, je l'ai déshonorée devant toute la famille, qu'elle ne va jamais me pardonner. C'est qu'elle ne va me faire vivre, je ne vais jamais oublier ça. Mais je ne savais pas qu'elle allait aller aussi loin. Non, je ne savais pas. Je voudrais faire une petite précision pour dire que les enfants de drépanocytaires sont assez difficiles. Ils sont souvent fatigués, malades, comme elle dit, mais ils ont un caractère un peu difficile. Moi, j'ai une fille de drépanocytaire. Dieu merci, elle a aujourd'hui, elle est âgée, elle a 30 ans passés. Mais quand ils sont... Donc quand vous dites qu'ils sont difficiles, ça voudrait dire quoi? Ils ont un caractère un peu... Ils ont des humeurs. Ils ont des sortes d'humeurs. Mais l'humeur n'est pas par nature drépanocytaire, je veux dire. Non, mais eux, ils sont comme ça. C'est souvent qu'ils ont des sortes d'humeur, ils se réveillent, ils sont de mauvaise humeur. Vous leur parlez, ils font comme s'ils n'entendent pas. Quand ils veulent répondre, c'est quelquefois... Parce qu'ils ont mal. Ils ont mal et quelquefois ils vous répondent de manière agressive. La racine, au fond, c'est le mal-être. Et peut-être là, elle se retrouve, je pense. Elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas la tranquillité, la paix avec sa c'est ça. Elle se sent acculée. Elle est d'abord malade, donc elle-même, elle ne se sent pas bien dans son corps. Et puis si à cela s'ajoute un comportement qui l'irrite, à ce moment-là, elle explose. D'accord. Moi, je dis ça parce que ma fille, elle m'engage. C'est l'expérience qui parle. D'accord. Parce que toujours, pardon. Ok, pas de souci. Alors, madame, nous, ce qui nous inspire chez vous, c'est que malgré ces difficultés familiales, l'idée pour nous, ce n'est pas de lancer la pierre sur votre tante ou quoi que ce soit. Nous espérons que vous pourrez trouver une solution à cette question familiale-là. Mais ce qui nous inspire chez vous, c'est votre caractère battant, malgré ces maladies dont vous souffrez,
malgré ce stress quotidien et familial, vous continuez d'exercer. Vous avez une activité en ce moment? Pour le moment, là, je n'ai plus d'activité. Il y a plein de crédits, je ne peux plus faire d'activité. Mes machines ont été gâtées. Vos machines ont été gâtées? Oui, le jeune sapeur-pompier Yo Funigué, c'est... Je vous ai dit non, évitons les noms, s'il vous plaît. Évitons les noms. Ici, on n'est pas au commissariat, on est sur un plateau de télévision. Voilà, ce qui nous importe. J'ai été victime plusieurs fois, donc j'étais obligée d'arrêter mes activités. Actuellement, là, il ne fait plus rien. Je pense qu'on va devoir lancer un appel à votre tante pour calmer les choses. On va reprendre aussi, on va reprendre nos esprits tout doucement. Merci beaucoup de nous suivre, mesdames et messieurs. Notre invitée ce jour, c'est Madame Coulibaly Yeli, qui souffre depuis son enfance de plusieurs maladies, pour la plupart incurables, on va dire. N'empêche, elle est restée toujours très digne, très entreprenante et n'a cessé de se battre à travers des qualités telles que la résilience, le courage et surtout cette envie de se maintenir en activité. Malheureusement, ses efforts professionnels, son activité économique est freinée aujourd'hui dû à la persécution familiale, précisément de sa tante maternelle. Et nous sommes ici donc pour partager les leçons de cette histoire. Doyen, nous allons tout de suite vous convoquer voilà, pour lancer un appel parce que le but de cette émission avant tout, c'est... Oui, je voudrais m'adresser à la tante. À la tante maternelle. Oui, pour lui dire que les enfants de proximité... La tante est à Ferké, c'est ça? Ferké-Sédougou en ce moment? Oui, donc la tante qui est à Ferké. C'est ça? Oui, tout à fait. Je voudrais lui dire que les enfants de proximité sont très difficiles. Ils peuvent se réveiller de mauvaise humeur. Et pendant que vous leur dites quelque chose d'agréable, ils vous répondent vraiment froidement ou bien quelquefois avec agressivité. Et même si la raison est tout autre. Oui. Voilà, même si la raison est tout autre, franchement... Ils peuvent vous répondre comme ça. Donc, il faut les aimer. Moi, j'ai une qui me maltraite tous les jours, qui m'insulte, qui m'engueule. Même quand je l'appelle pour lui donner de l'argent de poche, c'est avec... vraiment, ça vous décourage, mais... Avec nonchalance, vous voulez dire. Nonchalance, et puis ils sont délicats. Hein, ce sont des gens qui ont des problèmes de sang, des problèmes d'articulation, ils ont des problèmes en permanence. Il suffit qu'ils prennent un coup de froid, leur humeur change. Hein, donc, il faudrait essayer de lui donner plus d'amour. Aimez votre fille, lui donner plus d'amour, la comprendre et essayer de l'aider. Oui. C'est la meilleure façon. Surtout qu'elle est très volontaire, elle veut se réaliser, elle veut travailler. Essayez vraiment de l'aider. Continuer à gagner sa vie. Il faut la comprendre, essayer de l'aider. Et c'est comme ça seulement que vous allez réussir. Il y a un proverbe malinqué qui dit que si vous faites un enfant et que c'est un serpent, vous en faites une ceinture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dans le débat. Alors, Madame Coulibaly Yeli, avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez un souhait? Qu'est-ce que vous rêvez pour les prochains jours? Quel est votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, de pouvoir reprendre mes activités, réparer mes machines, pouvoir payer mes ordonnances, afin de me prendre en charge moi-même, être autonome. Et je précise que cette dame que vous avez sous vos yeux, mesdames et messieurs, a 2 enfants. Voilà, vous avez 2 enfants qui ont, je pense, 16 ans et... 10 ans. 18, 16 ans et 10 ans. Voilà. Donc, elle a besoin, bien sûr, de prendre aussi ses enfants en charge. Donc, madame, chère tante, s'il vous plaît, veuillez considérer pas seulement votre fille, c'est ainsi que nous devons l'appeler, mais aussi ses enfants. Voilà, elle a besoin, tout ce qu'elle demande, c'est un peu de tranquillité pour travailler, prendre soin de sa famille. Elle va comprendre. Elle est Senfo? Hein? Oui. Ah, tant c'est bon, je vais m'adresser à elle. Mais je ne même pas mon dieu, dans la télévision, elle est mon Pierre Nanya. Il y a mon temps de panosité. Mon Pierre Maman, ça c'est Senfo, oui. Il y a ma Pierre Maman, mon Pierre Maman, tu as mon pan, mon Yarnia, mon coup de télévision. L'appel est lancé donc à la tante et à toute la famille aussi, parce que quand on fait un enfant en Afrique, on dit que le succès, quand un enfant réussit, il réussit pour tout le village. Donc l'appel à toute la famille, à toute la communauté dans laquelle elle vit, tant qu'à faire, aider cette jeune dame-là, aidons-la aussi, beaucoup plus largement, aidons-la à pouvoir se réaliser, s'installer, effectivement. Et puis elle a besoin d'accompagnement aussi pour son traitement, acheter des médicaments et se soigner. Sachez, madame, que vous avez tous nos encouragements. Pour nous, vous n'êtes pas une victime, vous êtes au contraire un exemple, un modèle de courage. Merci d'être venu partager votre histoire ici en notre compagnie. Nous allons tout de suite recevoir notre cher ami Paulus qui va nous ramener les questions de nos chers téléspectateurs.
Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Polo. Oui, bonjour JM. Alors qu'est-ce qu'ils pensent nos amis sur la toile de l'histoire de Madame Mayeli? Permets-moi de saluer nos différents téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, tout à l'heure, tu disais à notre cher invité qu'elle a nos encouragements. Eh bien, on va dire qu'elle a également les encouragements des différents internautes, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions. C'est plus des messages de soutien. On a ainsi Goré Ange Patrick qui dit continuez de vous battre. Il ne faudrait pas que ces différentes maladies soient une source de faiblesse, mais plutôt une source de force qui vous pousse à lutter comme vous le faites. Voilà, il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie. On a ensuite IBN Nazir qui dit certes, vous passez par des moments très difficiles, mais il faut savoir que rien ne dure éternellement. Il y a une issue quelque part. Et on a Stéphane Nzaye, il dit prenez courage et surtout la vraie maladie en fait c'est quand vous vous laissez abattre moralement. Au-delà vous devez prendre courage et avancer parce que la vie peut vous réserver d'autres belles surprises et pour cela il faut que vous puissiez surmonter la maladie. Alors JM, je vais terminer avec le message de Billy Blandin Aka. Il dit il y a un dicton qui dit quand tu perds quelque chose, tu as perdu peu. Quand tu perds un proche, tu as perdu beaucoup. Mais si tu perds espoir, là, tu as tout perdu. Et moi, je voudrais vous inviter à garder l'espoir. Merci à nos chers internautes, amis internautes, et aussi à vous. Tout à fait, je vous en prie. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, la signature. On se donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que... Vos réactions nous intéressent. Voilà. Allez, merci Polo. Très bien. Madame Koulibaly-Yeli, ça va? Vous avez retrouvé un peu le sourire? Oui, ça va. Vous avez confiance en l'avenir? Vous êtes sûr que tout va bien se passer lorsque vous allez partir, optimiste. vous allez sortir de ce plateau? Oui, oui. Vous êtes sûr que cette émission va vous porter bonheur? Bien sûr. Ok. Écoutez, vous avez le souffle de vie, vous avez encore de la force, vous avez de l'intelligence, et vous avez surtout de nombreux Ivoiriens qui ont un cœur, qui ont de la générosité, qui vont forcément réagir, ne vous inquiétez pas. Et surtout, vous avez le Seigneur qui porte ses regards sur vous. N'oubliez pas, Merci. quoi qu'il arrive, quelle que soit la méchanceté des hommes, la difficulté des circonstances, de prier. La prière aussi, c'est une clé de miracle. Nous y croyons. Merci beaucoup de rester avec nous. Mesdames et messieurs, tous debout s'il vous plaît pour accompagner avec des ovations cette héroïne que nous avons l'honneur de recevoir, qui continue de lutter malgré tout